Ça tourne et je n'ai pas eu le temps de lire ma fiche, mais c'est pas grave, c'est No Life. Bonjour, bienvenue dans 120%. Si tu veux Non, on la refait pas parce que j'aime bien, c'est le côté, tu vois, c'est le côté humain. Bienvenue dans 100%, je dis aujourd'hui la critique de jeu de Professeur Layton sur DS, non pas sur 3DS. No Life Emploi IRL, temps perdu, Retro and Magic, puis on commence avec les news. On va parler séries télé aujourd'hui. Le 7 juillet dernier sortait Arcade Edition, une extension pour Super Street Fighter 4 incluant 4 nouveaux persos et plusieurs changements concernant le roster. Le fonctionnement des personnages a été revu pour l'occasion. Certains d'entre eux ont reçu des améliorations totalement logiques, d'autres se sont fait nerfer de façon un peu mystérieuse. Le rééquilibrage induit par Arcade Edition est donc discutable, une poignée de combattants étant largement au-dessus du lot au détriment du reste du cast. Il faut savoir que le déséquilibre est quelque chose de commun dans l'histoire de Street Fighter. On se souvient par exemple de Third Strike, qui reste excellent malgré la supériorité évidente de 3 persos. Mais cette fois-ci, le favoritisme était peut-être trop flagrant, et c'est ce qui a poussé la communauté des joueurs à en discuter vivement sur les forums et autres réseaux sociaux. Une plainte que Capcom a entendue. L'éditeur s'apprête à lancer une version 2012 de son jeu, avec une fois encore un rééquilibrage qui, on l'espère, sera définitif. A noter que ce patch sera pour une fois gratuit et qu'il concernera à la fois les versions console et les versions arcade. Si vous voulez avoir une petite idée du contenu de cette version 2012, la liste des changements est facilement trouvable sur le net. Attention toutefois, rien n'indique que cette liste est définitive, certaines rumeurs font même état d'améliorations cachées. Ne désespérez donc pas si votre personnage ne fait pas partie du top tier, Capcom lui a peut-être discrètement donné un petit coup de pouce. Batman semble bel et bien avoir la cote en ce moment. Après les excellents Arkham Asylum et Arkham City, un autre jeu prendra place dans la ville malfamée de Gotham. Nous vous en avions déjà parlé précédemment. Gotham City Imposters sera un FPS déjanté opposant 2 gangs, celui des Batman et celui des Jokers. Comme le nom du jeu l'indique, les personnages joués ne seront ni le vrai Chevalier Noir, ni le grand vilain du comics. Gotham City Imposters mettra en scène des habitants de la ville, se réunissant la nuit pour faire triompher le bien ou le mal. Le concept semble en tout cas prometteur, il ne reste plus qu'à voir si le gameplay tiendra la route et si les armes seront aussi délirantes que le trailer que vous êtes en train de voir. Une bonne nouvelle pour les fans de BlazBlue. Continuum Shift Extend sera disponible sur console HD et PS Vita dès le premier trimestre 2012. Cette édition comportera des modes de jeu inédits, comme le mode combat en équipe ou le mode Ultimate Mars, qui donnera du fil à retordre aux joueurs les plus acharnés. Enfin, Continuum Shift Extend inclura les personnages qui étaient disponibles en DLC, c'est-à-dire Platinum the Trinity, Valkenane Air Helsing ou encore Makoto, qui rend d'ailleurs un bel hommage à son homologue de Street Fighter. Tout le monde sait que ma grande passion c'est la bande dessinée, mais j'aime aussi beaucoup les séries télé anglaises et américaines, un petit peu françaises aussi, mais bon, il y en a pas forcément beaucoup de bien, mais bon, par exemple, Bref c'est bien, Fais pas ci, fais pas ça c'est bien, et Kaamelott c'est bien. Voilà, ça vous pouvez regarder. Vous savez, on va revenir un peu sur les séries que j'aime beaucoup. Alors par exemple, j'aime bien Doctor Who, par exemple, mais ça tout le monde le sait. J'aime bien Six Feet Under, j'aime bien Breaking Bad. Donc si vous n'avez pas vu déjà tout ça, vous avez loupé des trucs dans votre vie. Donc je vous invite à regarder ça. Et après, on va parler de séries peut-être un peu moins connues. Il y a aussi Pour Doctor Who, tu peux nous dire quelle série regarder parce que il y a beaucoup d'épisodes. Hein. Il y a beaucoup d'épisodes. Il faut commencer, à mon avis, à la saison 2 de... Ah ouais, la saison 2 de 1970. Ah non, la saison 2 des nouvelles saisons. Non, commencez avec les nouvelles saisons parce que j'ai essayé de regarder Doctor Who dès le début. Alors la série des années 70 à des 80, c'est regardable. Mais années 60... c'est un plan séquence. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de montage et c'était tourné comme des pièces de théâtre. Donc les comédiens ont des mouvements préfaits, c'était écrit au sol. Et donc tu vois les comédiens sur un truc en noir et blanc, un truc, tu vois, joué, un peu surjoué, tout ça machin. Et genre, t'as vraiment les personnages qui font genre. Mais comment le sait-il? Ah d'accord. Mais enfin, tu vois, il n'y a que des mouvements comme ça. Et des fois même, dans le premier épisode de Doctor Who, vous pouvez le voir, il y a un mouvement de caméra qui est juste fabuleux. On sent que le cadreur doit se rapprocher. On lui a dit à un moment, tu te rapproches. Mais il y a des escaliers. Et t'as le cadreur qui bouge que ça. Et donc, et ça fait... Et ça continue. Et l'épisode continue. Et là, tu dis, wow, à la télé, aujourd'hui, jamais ça passerait. Et là, dans le premier épisode de Doctor Who, ça y est. Je vous invite à le regarder. Je sais plus ce que je dis. Critique de jeu, Professeur Layton sur DS.
Depuis son lancement au Japon en 2007 et son arrivée sur les continents occidentaux en 2008, la série des professeurs Layton n'a cessé de rencontrer un succès aussi bien critique que public. Un succès amplement mérité grâce à un mélange astucieux entre le recueil d'énigmes plus ou moins tordues et le roman interactif. Le tout servi par une ambiance ne ressemblant à aucune autre, de par sa direction artistique maîtrisée ainsi que ses musiques au style rétro et désuet. Un grand pot-pourri d'idées aussi farfelues qu'audacieuses ayant donné naissance à l'une des séries les plus originales de la Nintendo DS. Après un 3e épisode exceptionnel en tout point, le professeur Chapeauté revient pour une 4e aventure où se mélangeront énigmes, personnages hauts en couleur, mystères et rebondissements avec Professeur Layton et l'appel du spectre. Merci. Contrairement à ce que l'on pouvait penser en terminant le précédent jeu, ce 4e Layton ne se passe pas après les événements dépeints dans le Destin perdu. En effet, cette nouvelle aventure se déroule avant tous les autres épisodes et narre la rencontre entre le professeur Herschel Layton et son futur apprenti, Luc Triton. Très bonne énigme, Luc. L'histoire commence, comme tous les volets de la série, avec une missive reçue par Layton. Celle-ci lui a été envoyée par l'un de ses vieux amis, Clark Triton, qu'il n'a pas vu depuis des années et qui l'invite à le rejoindre dans la ville de Mystaleri. Mais le professeur remarque d'emblée que cette invitation dissimule un message de détresse caché. Avant qu'il ne s'en aille rejoindre son ami, le doyen de l'université lui fait rencontrer son assistante, la pétillante Amy Altava. Impulsive, inexpérimentée mais aussi très intelligente, la jeune fille suivra le professeur jusqu'à Mystaleri où ils se rendront compte rapidement que Clark Triton n'a rien à voir avec la lettre. Ma lettre ? Je suis désolé Herschel, mais de quelle lettre parles-tu ? Celle-ci avait en réalité été envoyée par Luc, le propre fils de Clark. Loin d'être aussi joyeux et léger que dans les autres épisodes, Luc est un enfant introverti, ne sortant guère de sa chambre. En réalité, le jeune garçon cache un terrible secret. Il est capable de prédire les apparitions d'un gigantesque spectre qui terrorise la ville de Mystaleri et qui semble être guidé grâce à une mystérieuse mélodie jouée à la flûte. C'est alors que commence l'aventure de Luc, Amy et Layton qui devront tout mettre en œuvre pour découvrir la vraie nature du spectre et retrouver l'origine de cette étrange mélodie. Très bientôt, ce sera la fin du monde. La recette des professeurs Layton n'a jamais bougé en 3 épisodes, et ce n'est pas avec ce 4e volet que cela va changer. Le titre de Level 5 se structure donc toujours autour d'écrans fixes dans lesquels le joueur devra fouiller à l'aide de son stylet afin de discuter avec des personnages, débusquer des énigmes, trouver des objets ou des pièces SOS. Discuter avec des personnages vous permettra d'avancer dans l'intrigue, d'en savoir plus sur Mystaleri et ses habitants, mais bien entendu, les informations ou les coups de main ne seront pas gratuits, et la plupart du temps, les autochtones ne livreront leurs secrets que si vous réussissez à résoudre leurs énigmes. Elles se composent toujours de puzzles, de labyrinthes, de problèmes à résoudre par la logique, l'observation ou des calculs mathématiques. Leur difficulté est toujours comptée en picarat. Si vous vous trompez lors de la résolution d'une énigme, le nombre de picarats qui vous sera attribué lorsque vous la résoudrez chutera. Cette énigme ne m'a posé aucun problème. Pour éviter ce genre de désagrément, il sera toujours possible d'utiliser les pièces SOS permettant d'acheter des indices. 4 indices sont disponibles et coûtent une pièce chacun, excepté le 4e, l'indice plus. Apparu dans le Destin perdu, l'indice plus coûte 2 pièces SOS et donne des indications assez précises quant à la manière de procéder pour résoudre l'énigme, sans toutefois servir la réponse sur un plateau d'argent. Le joueur doit quand même faire fonctionner un minimum son cerveau. Et il risque fort de chauffer, puisque cet épisode compte à peu près 170 énigmes, dont certaines sont à télécharger de façon hebdomadaire, et d'autres à débloquer grâce aux différentes épreuves bonus. La Layton Mobile, le perroquet, le livre d'images de l'épisode précédent ont été remplacés par un parcours de petits trains où il faudra amener un train jusqu'à la sortie en l'ayant fait passer par toutes les gares, tout en faisant attention au carburant et à la circulation, par un poisson qu'il faudra diriger à l'aide de bubules pour lui faire ramasser des pièces dans un temps imparti, et enfin par un théâtre de marionnettes où vous devrez remplir les trous du scénario grâce à des actions glanées en réussissant des énigmes proposées par certains personnages. Pas de grand bouleversement donc. Cependant, les développeurs se sont efforcés d'apporter quelques nouvelles situations, respirations ou possibilités pour ne pas lasser les habitués du professeur. Certains décors, par exemple, proposent plus d'interactions qu'auparavant. Bon, c'est sûr, celles-ci sont assez limitées et ne sont pas exceptionnelles, ni complètement révolutionnaires. Mais pour quiconque ayant déjà fini les 3 premiers épisodes, ça fait vraiment un drôle d'effet de remarquer que l'on peut faire bouger des panneaux ou faire tomber des objets d'une chariote en les tapotant avec le stylet. De plus, il sera possible de débloquer un mini-jeu comme une espèce de tap-taupe, mais avec des souris. Malheureusement, un mini-RPG à la sauce Animal Crossing, London Life, était disponible dans les versions japonaises et américaines du titre, mais a purement et simplement été supprimé des versions européennes. La raison invoquée est un problème de localisation, à cause du trop grand nombre de langues sur le territoire européen.
un bonus qui aurait pu grandement augmenter la durée de vie du titre qui n'en avait pas besoin. Professeur Layton et l'appel du spectre est en effet plus long que ses prédécesseurs, avec une vingtaine d'heures de jeu contre une quinzaine pour les autres volets de la série. Après 4 épisodes, il faut se rendre à l'évidence que le gameplay des professeurs Layton n'évolue pas des masses. Un petit ajustement par-ci, un petit ajout par-là, et c'est tout. Mais on ne peut pas vraiment reprocher aux équipes de Level 5 de ne pas bouleverser une recette savoureuse et inimitable qui a déjà prouvé son efficacité par 3 fois dans le passé. De toute façon, le cœur des Layton n'est pas sa structure, mais la richesse de ses scénarios et de ses énigmes. Ces dernières sont incroyablement riches et variées. Il est assez rare de tomber sur des énigmes repompant le concept d'une autre, là où l'on avait parfois l'impression qu'il y avait un peu de recyclage dans les précédents jeux. Malheureusement, comme d'habitude, certaines d'entre elles ont le défaut de proposer un énoncé parfois peu clair, soit intentionnellement de la part des développeurs pour déstabiliser le joueur, soit du fait d'approximations dans la traduction. Dommage, même si ces cas sont extrêmement rares. Mais le défaut majeur de ce 4e professeur Layton vient principalement de son scénario. A contrario des 3 premiers jeux, l'histoire de l'appel du spectre est certes intéressante, mais n'est jamais vraiment palpitante. Elle a du mal à accrocher le joueur, la faute à un réel manque de rythme et à certains mystères qui ne surprennent jamais totalement. La révélation finale réserve toujours son petit lot de surprises, mais le wow effect est toutefois moins fort que les autres aventures du professeur. Après un 3e épisode exceptionnel qui avait atteint des sommets en termes de maîtrise de la narration, de mystère, de suspense, de rythme, mais surtout d'émotion, Level 5 n'est pas parvenu à renouveler l'exploit. À côté du destin perdu, l'appel du spectre semble donc un peu fade. Mais on ressent surtout que ce nouvel épisode a été conçu comme le premier volet d'une vraie trilogie, avec des éléments scénaristiques qui vont se prolonger sur plusieurs épisodes. Même si la trame principale n'est pas exceptionnelle, elle tient parfaitement la route, et de temps en temps ose certaines facéties, comme nous faire quitter le professeur. En effet, dans une séquence, il sera possible de ne contrôler que Amy, qui quitte Layton et Luke pour aller investiguer à Londres, au siège de Scotland Yard, où par le biais de mini-scènes à débloquer, nous en apprenons plus sur certains éléments qui se sont déroulés en parallèle de l'enquête. Mais cette histoire est principalement centrée sur les personnages et leurs relations plutôt que sur la dramaturgie. Il est donc très agréable d'assister aux circonstances qui ont conduit à la rencontre entre le professeur Layton et son futur apprenti. D'y découvrir un Luke plus froid, distant et moins guilleret que dans les autres jeux. Les nouveaux personnages principaux ne sont pas en reste et sont tous très intéressants avec de fortes personnalités. On est impatient d'avoir droit à une nouvelle aventure afin d'en apprendre un peu plus sur Amy Altava. Contrairement aux 3 premiers, qui constituent une trilogie reliée par de nombreux clins d'œil, les néophytes de l'univers du professeur Gentleman peuvent tout à fait commencer la série avec cet épisode, sans risque d'être perdus, de ne pas percevoir les références aux autres jeux ou d'être complètement à côté de la plaque. L'appel du spectre est probablement le plus faible des 4 Layton, mais il reste toutefois un excellent jeu qui s'avère tout à fait recommandable. Rendez-vous donc à l'automne prochain pour voir les premiers pas de la série sur Nintendo 3DS avec Professeur Layton et le Masque des Miracles. Nous découvrirons la vérité sur le spectre. Ensemble, c'est promis. Tu me fais confiance, mon garçon ? Une série qui commence à faire parler d'elle chez les geeks. Je sais pas si elle est diffusée en France, ça s'appelle Community. C'est un petit peu la communauté de l'anneau, si vous voulez, hein. Je pense que ça vient de là. Sauf que, en gros, c'est dans un lycée qui accepte des gens qui n'ont pas de diplôme de n'importe quel âge. Donc ça fait que dans les héros de la série, il y a une jeune fille qui a genre 18-19 ans et Chevy Chase qui joue le rôle d'une personne âgée très très raciste. Voilà. Et c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour étudier. Voilà, ils disent on fait un club d'études et à chaque fois ils choisissent genre la chimie ou les choses comme ça et ils se retrouvent autour d'une table et ils étudient. Et c'est extrêmement geek. C'est la série geek du moment aux États-Unis. Moi, je trouve ça même plus geek que Big Bang Theory. C'est vraiment très geek. Ça parle de séries. Il parle de Doctor Who d'ailleurs dedans. Il regarde une série qui ressemble à Doctor Who. Il parle des séries qui viennent de sortir aux États-Unis à l'intérieur de la série en disant oh non, ça va faire qu'une saison et puis ils arriveront pas à continuer le truc et tout ça. C'est vraiment une série très très bizarre où ils se permettent de faire des épisodes western, des épisodes zombies, des épisodes... Alors que ça se veut à la base une série américaine où ils sont dans une école, où il y a des petites amourettes, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ça part dans des délires hallucinants. Il faut à tout prix découvrir Community. C'est vraiment une très très bonne série.
très très perché. Moi, ça me rappelle, je sais pas, Parker Lewis un peu. Voilà. C'est un peu dans ce truc-là. C'est fou. Il y a un singe qui vit dans les tuyaux d'aération, qui vole les affaires. C'est fou. C'est complètement fou. Voilà, regardez Community et aussi No Life Emploi IRL. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Cravate ou pas cravate? Pas cravate. No way. On est amené à rencontrer des clients et là c'est normal de se présenter et d'être bien habillé. Mais lors d'un entretien, ce que moi j'attends d'une personne, c'est qu'elle s'exprime convenablement, qu'elle ait une tête bien faite et qu'elle soit propre sur elle. Conditions de travail. Les conditions de travail sont passion et une énorme implication dans la volonté de faire avancer la société. C'est avant tout un travail d'équipe qu'on recherche ici. On est sur des projets innovants, on est sur des idées qui sont vraiment nouvelles et qui apportent les solutions de demain. Je pense au salon virtuel ou à tout ce qu'on développe en termes justement d'applications Internet sur lesquelles on attend d'une personne qu'elle soit curieuse, qu'elle apporte des idées et qu'elle ne se limite pas à un travail d'exécutant mais à un vrai travail de génie. On recherche des ingénieurs et dans l'ingénieur il y a le mot génie, clairement. Profil recherché. Alors pour tout ce qui est développement, c'est donc des gens hautement qualifiés, Bac plus 5 mini, s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle, c'est pas forcément un souci, mais si ils ont eu un PC entre les mains depuis leurs 12 ou 15 ans, ça signifie beaucoup de choses pour nous. Niveau d'études et expérience. C'est l'expérience personnelle qui va venir vraiment compléter l'expérience professionnelle. Voilà, si on a quelqu'un qui a commencé à apprendre et à faire du développement en école d'ingé, clairement ce sera une personne qui va nous poser, sur lequel on aura des réserves par rapport à quelqu'un qui est passionné, qui a fait ça avant et qui a fini son cursus dans une école d'ingé pour avoir le diplôme et ce qui va avec, mais on cherche encore une fois des passionnés, des geeks. Rémunération et évolution. Alors, les rémunérations sont basées sur les prix du marché, mais sont toujours un petit peu plus élevés parce que, en général, ce sont des gens que l'on va chercher et à qui on demande justement pas mal d'implications. Donc, on sait ce qu'on attend d'eux. À éviter absolument. La grosse erreur et ce que certaines personnes peuvent être tentées de faire, c'est de dire voilà, moi je maîtrise 10 langages, je suis une star dans tel et tel truc, etc. En fait, quand une personne va nous dire ça, on va se méfier. Parce que justement, surtout quelqu'un de jeune, maîtriser un langage à la perfection, c'est déjà très dur. Les langages évoluent, derrière il y a de grosses entreprises qui font évoluer tout ça. Donc, connaître l'API, connaître le langage, c'est bien. En connaître 2, 3 de la même manière, c'est pour nous à la fois un exemple de connaissance, d'expertise et d'humilité, puisque justement, à 25 ans, on ne peut pas connaître 10 langages informatiques et être expert sur les 10. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Une autre série à découvrir, c'est Raising Hope. Alors, quel est le pitch de Raising Hope? Alors déjà, là aussi, on est dans de l'absurde, dans l'assez absurde. C'est un peu plus réaliste que Community, mais on est quand même dans de l'absurde et des trucs un petit peu... Enfin, c'est très drôle. À l'intérieur de cette série, il y a la maman est jouée par la blonde des Goonies. Et alors, moi, j'avais rien vu de sa carrière entre les Goonies et ce moment-là. Et croyez-moi, pour tout geek qui se respecte, qui a regardé les Goonies au moins 34 fois lorsqu'il avait 14 ans, ça fait bizarre. Voilà, parce qu'elle se ressemble beaucoup, sauf qu'elle a des rides. Et là, tu te prends un truc temporel en pleine gueule. Voilà, au moins regardez Raising Hope pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Raising Hope? C'est une famille de losers, mais vraiment une famille de losers, qui ont eu un enfant très jeune, et ils l'ont élevé. Ils sont très gentils avec leur enfant, mais ils n'ont pas une thune.
et ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, et donc c'est que de la démerde. Et ce fils a une vingtaine d'années, il se dit, il faut que je parte de cette maison, parce que c'est à cause d'eux que j'arrive pas à m'épanouir. Le jour où il décide de partir, avec sa petite camionnette, il croise une fille qui court dans le rue en disant « Aidez-moi, au secours !» Il la sauve, il fait l'amour avec elle, dans la camionnette, une super journée, et le lendemain, il la présente à ses parents au petit déjeuner, tout le monde est content. Et en fait, cette jeune fille, elle passe aux infos, au moment où elle va aux toilettes, fait « Excusez-moi, je vais aux toilettes », et là, aux infos, ils se rendent compte que elle est recherchée parce qu'elle est tueuse en série, et qu'en fait, il l'a sauvée, mais il l'a sauvée du mec qu'elle avait essayé de tuer, qu'elle n'avait pas réussi à tuer. Et il a couché avec, la mère s'en rend compte, l'assomme, la meuf se retrouve en tôle, et là, on se rend compte qu'elle était enceinte. Elle fait un enfant, le gamin se retrouve avec un bébé en bas âge, et la mère se fait électrocuter. C'est le premier épisode. Voilà. C'est très drôle. Voilà. Regardez Raising Hope, c'est vachement drôle. Et maintenant, on regarde Temps perdu. Bonjour! Vous en avez marre d'être spoilé jusque-là de tous ces puissants qui pompent votre fric, ras la casquette d'avoir à supporter une hiérarchie tyrannique, plein les machins d'être payés de misère, c'est décidé, vous allez adhérer à un syndicat, et bon! Oui, mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! Bientôt les fêtes, sauf en cas de rediff bien sûr, et ceux d'entre vous à qui il restait suffisamment de sous pour célébrer ça en famille vont s'en mettre ras le bide, plein la panse et plein d'autres trucs tout en faisant exploser leur ceinture. Très bien. Mais vous êtes-vous un jour demandé d'où provenait toute cette profusion de nourriture et de friandises? Avez-vous conscience des conditions terribles qu'il leur aura fallu traverser pour arriver dans votre gamelle? Et je ne parle pas que de la volaille, hein, les marrons. Vous y avez pensé aux marrons? Glacés, grillés ou je ne sais quoi d'autre dans la tronche. Regardez, Fisher Diver par exemple. Vous êtes un plongeur qui rêve de faire carrière dans la pêche sous-marine. Alors vous plongez, vous tirez sur de la poiscaille en essayant de ne pas trop l'abîmer, et hop, retour au port pour revendre le fruit de votre travail. Avec tous ces sous, vous achetez un nouvel équipement et hop, le lendemain, replouf. Sauf qu'au bout d'un moment, on commence à aller de plus en plus profondément et c'est là que l'on fait connaissance avec des monstres sous-marins. Alors on s'approche, doucement, délicatement, et mais c'est qu'elle nous a mordu cette cochonnerie! Bon, mis à part ça c'est très bien, Super Space, ça réserve plein de surprises et tout ça, mais surtout ça nous rappelle qu'après tout, on en revient toujours à la même question existentielle, manger ou être mangé. Ouais, et Moby Dick, c'est pareil! Et ouais, à choisir, elle préfère se taper du marin plutôt que de finir en tube. Alors dans Moby Dick 2, parce que ouais, c'est son retour de la revanche, elle n'hésite pas à aller cogner dans des embarcations pour faire chavirer les vilains pêcheurs et ainsi s'en faire des sandwichs. Et quand il n'y a personne à la surface, il en profite pour ratiboiser les fonds sous-marins. En plus, il a accès à plein d'upgrades qui lui permettront de grossir, plonger plus profond, etc. Donc pour lui, ou pour elle aussi, c'est toujours la même chose, bouffer ou se faire bouffer. Et puis bon, il faudra bien s'y faire un jour à ce concept. Parce qu'à force de tripatouiller des machins pour faire du turbo maïs et du soja avec un QI de 12, un de ces quatre, ça va nous claquer la tronche, c'est sûr. Comme dans Testy Planet Dino Time d'ailleurs. Là, des scientifiques pas très malins créent un globiboule enzyme qui avale tout ce qui lui tombe sous la tentacule, à condition que cela soit plus petit que lui. Alors forcément, en ajoutant à cela une histoire de machine à remonter dans le temps, ça nous met face à la triste réalité. On va tous se faire boulotter, et de là à dire boulotter ou être boulotté, il n'y a qu'un pas. Et puis en plus, le globule, il boulotte aussi des chats. Les chats d'ailleurs, ça mange n'importe quoi. Et heureusement parce que je commence à me demander à quoi me servaient les miens. Mais Star Claus nous donne la solution. Les chats, ça mange les extraterrestres. et rien à faire qu'ils soient venus en paix, hein. Nous on est bien restés en guerre. Alors, comme vous pouvez le voir, il suffit d'ouvrir et de fermer des bidules, tout en utilisant des canons à chat et des lasers ariens pour que nos minous finissent par entrer en contact avec les E.T. précités. Et donc, c'est la vie, là, quoi. Du coup, les E.T., ils avaient peut-être pas faim, mais maintenant ils le sauront. Pas manger, mais se faire manger quand même, tant pis pour eux. Mais bon, des E.T., il y en a aussi qui ont la dalle. Comme ceux d'OVNI par exemple. Eux d'ailleurs, ils viennent discrètement sur notre planète et sur d'autres pour remplir leur congélateur en attendant l'hiver. Puisqu'il vient, l'hiver. Tout le monde le sait maintenant. Alors pour cela, ils utilisent leur magnifique soucoupe volante pour aspirer des steaks de gens, de vaches et d'autres trucs
Alors bon, bien sûr, c'est pas évident vu que sur leur planète, c'est aussi la crise de l'énergie et que du coup, ils ont pas beaucoup d'essence. Alors forcément, il faut faire attention et ça prend du temps. Et au-delà de savoir s'ils vont digérer ou être digérés, je pense qu'au moins eux, ils savent qu'il ne faut surtout pas oublier que pour gagner plus, jouer plus. Et bon appétit. Peut-être une de mes séries préférées du moment, en humour. Vraiment, c'est François Descraques qui m'a fait découvrir cette série. J'en avais jamais entendu parler. Ça s'appelle Louis, I-E, à la fin. C'est Louis C.K., un comique américain, qui fait des sketchs, du stand-up. Il fait du stand-up, mais il est extrêmement drôle. Extrêmement drôle. Bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu dépressif, hein, voilà, clairement. Et il s'en sert pour en faire des trucs mais hilarants. Et il parle de la vie, mais d'une manière mais hyper intelligente. Et à chaque fois qu'on regarde ses sketchs, on est devant et on fait genre... ouais, il a pas tort. Ouais. Et c'est vraiment troublant. Il a fait une série où on le voit faire des sketchs sur scène et après sortir de la scène, en gros, et vivre sa vie. Et c'est très très réaliste. Et c'est un père divorcé, etc., etc. Et je vous invite à découvrir Louis parce que je peux pas expliquer comment est cette série puisque c'est très bizarre parce que des fois il s'autorise des choses complètement absurdes et des fois des choses très réalistes. Et c'est, je pense que c'est de l'art. Je pense que la série Louis c'est vraiment de l'art. Et si vous aimez l'humour caustique, vous allez adorer Louis. Ne regardez pas que le premier épisode, regardez les 3 premiers épisodes au moins et vous allez découvrir quelque chose. C'est une série qui est très courte, regardez ça, regardez Louis, quoi. C'est vraiment vraiment bien. Et maintenant c'est Retro and Magic. Dans un précédent Retro and Magic, nous avions présenté les différents épisodes de la série Dungeon Master. Aujourd'hui, nous allons parler des clones et héritiers de ce dungeon RPG légendaire. A noter que le plus célèbre de ces clones, la série des Eye of the Beholder, a déjà été traité dans le Retro and Magic consacré au jeu adapté de Donjons et Dragons. Rendez-vous donc sur No Life Online si vous souhaitez en savoir plus sur cette trilogie en particulier. En 1989, l'éditeur anglais Imageworks, la branche jeux vidéo de Mirrorsoft, sort l'ambitieux Blood Witch. Le principal argument du jeu était la possibilité de jouer à 2. À une époque où le jeu online tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas vraiment, l'idée d'explorer un donjon en coopération avec un ami était terriblement séduisante. Le problème, c'est que l'écran splitté réduisait d'autant la taille de la fenêtre de jeu et rendait la progression assez confuse, même en mode 1 joueur. Le jeu restait malgré tout plutôt divertissant avec des donjons vastes et des combats assez nerveux. En 1990, l'éditeur Mindscape sort sur Amiga puis sur Atari ST Captive, un clone de Dungeon Master à l'ambiance cyberpunk, certainement le plus réussi sur ordinateur 16 bits. Enfermé au fond d'une cellule perdue sur une planète inconnue, le héros amnésique découvre une mallette contenant une console de contrôle qui lui permet de diriger un groupe de 4 robots. Depuis son cachot, il fera voyager et combattre sa petite équipe de robots de planète en planète pour parvenir enfin à se libérer de sa prison. Captive innove et va très loin dans le détail avec une interface de jeu profonde et complexe, des dommages localisés et des possibilités très avancées de boost et de customisation des robots. Il est même possible d'envoyer des drones pour explorer certains couloirs en toute sécurité. Le jeu pousse aussi très loin le réalisme. Par exemple, les robots ne seront pas à 100% opérationnels tant que le joueur ne leur aura pas implanté une puce dans le cerveau. Il y a aussi ces prises de courant qui rechargent les batteries des robots, mais qui font griller n'importe quelle autre pièce. Un réalisme poussé presque un peu trop loin parfois. C'est quand même assez traumatisant de se faire taper dans le dos par un monstre errant alors qu'on est en train d'acheter des items dans une boutique. On finit par faire ses courses à toute vitesse, la peur au ventre. Captive aura suffisamment de succès pour qu'une suite, nommée Liberation, sorte 4 ans plus tard sur Amiga et Amiga CD32. Les déplacements seront encore gérés en case par case, mais les graphismes sont maintenant en 3D mappés, offrant plus de fluidité dans les déplacements.
Premier jeu développé par Raven Software, qui deviendront des spécialistes du FPS par la suite, Black Crypt est souvent considéré comme l'un des clones les plus efficaces de Dungeon Master, à défaut d'être l'un des plus originaux. En effet, le jeu innove très peu par rapport à la formule initiée par FTL Games. On notera juste que la progression des classes de personnages est figée, contrairement à Dungeon Master qui autorisait davantage de liberté dans le choix des compétences de chacun. Dans Black Crypt, un guerrier ne pourra jamais apprendre à lancer des sorts par exemple. Autre innovation discrète, les personnages ne perdent pas de points de vie si le joueur essaie d'avancer dans un mur. Le jeu a surtout séduit les joueurs pour sa construction très bien pensée, avec des challenges à la difficulté croissante et des quêtes qui s'enchaînent de manière naturelle. Le but ultime du joueur est de détruire le prêtre démoniaque Estoroth Paingiver, jadis scellé dans la crypte par 4 valeureux héros. 20 ans plus tard, Estoroth recommence à s'agiter et un nouveau groupe de héros descend dans le labyrinthe pour lui faire sa fête une bonne fois pour toutes. Black Crypt a également tiré son épingle du jeu par ses graphismes flamboyants et colorés, exploitant le mode Half Bright de l'Amiga permettant d'afficher 64 couleurs à l'écran. Une version PC fut un temps en développement mais ne dépassa pas le stade de la démo. Voilà un jeu basé sur Donjons et Dragons que l'on avait oublié dans le Retro & Magic dédié à cette licence, et certainement pas le seul vu le foisonnement d'adaptations vidéoludiques du célèbre jeu de rôle papier. Dungeon Hack peut être décrit comme le croisement entre un roguelike et Dungeon Master, le tout dans l'univers des Royaumes Oubliés et avec le moteur graphique de Eye of the Beholder 3 et les règles de la deuxième édition d'Advanced Dungeons & Dragons. Contrairement à Dungeon Master, Eye of the Beholder ou Black Crypt, le joueur n'incarne cette fois-ci qu'un seul personnage. Le jeu ne propose pas vraiment de scénario. Tout au plus, sait-on que le personnage a été envoyé dans un sinistre donjon récupérer une quelconque orbe de pouvoir pour le compte d'une magicienne. En revanche, ce qui est audacieux dans Dungeon Hack, c'est que chaque niveau du donjon est généré aléatoirement à chaque nouvelle partie. Pour les amateurs de Dungeon Crawl, le jeu est donc une source inépuisable de nouveaux dédales à explorer en affrontant tout le bestiaire habituel de D&D. Mais pour le commun des mortels, Dungeon Hack manque cruellement d'intérêt. Avec Anvil of Dawn, les développeurs de Dreamforge, ceux-là même à l'origine de Dungeon Hack, prouvent qu'ils sont plus que capables de réaliser un RPG captivant et innovant, bénéficiant de graphismes parmi les plus fins vus dans un jeu de ce type. L'héritage de Dungeon Master y côtoie celui de la série Ultima Underworld, avec une touche de Might & Magic, le jeu étant produit par John Van Caneghem, créateur de cette autre série emblématique du RPG micro. Et le style graphique d'Anvil of Dawn n'est pas sans rappeler World of Xin. Dans Anvil of Dawn, on incarne un seul personnage choisi parmi 5 archétypes, allant du magicien au guerrier en passant par un homme lézard. Un seigneur de guerre a mis la main sur la forge des dieux et désormais ses hordes invincibles surgies des terres de désolation marchent contre le royaume de Tempest de l'autre côté de la grande cicatrice. Le joueur est envoyé derrière les lignes ennemies avec pour mission de localiser la source du pouvoir du seigneur de guerre et la détruire, permettant aux armées de Tempest de briser la horde et remporter la victoire. Avec ses décors variés, ses phases en extérieur, ses puzzles bien retors, ses sorts spectaculaires, ses monstres joliment animés et sa musique obsédante, Anvil of Dawn est à classer non seulement parmi les meilleurs héritiers de Dungeon Master, mais également parmi les grands RPG tout court. Il s'agit d'une perle injustement tombée dans l'oubli. L'un des derniers jeux dans la lignée de Dungeon Master produit en Occident, Stone Keep a commencé son développement dès 1990, avec pour ambition d'être un jeu peu cher et rapide à produire, avec un temps de développement estimé à 9 mois. Mais l'ambition des développeurs grandit au fur et à mesure que le jeu prenait forme, entraînant un report constant du projet. Les graphismes du jeu furent entièrement revus pour être en 3D précalculés, les PNJ furent joués par des acteurs filmés sur fond vert. Finalement, Stone Keep mit 5 ans à sortir, et lorsqu'enfin il déboula en magasin, il avait coûté 5 millions de dollars et le genre Dungeon Crawler était en train de passer de mode. On y incarne Drake, un jeune homme vivant au château Stone Keep, ayant assisté à la destruction de la dite forteresse par le seigneur du mal, Kulkum. 10 ans plus tard, Drake revient dans les ruines de Stone Keep pour les libérer de l'emprise de Kulkum et rencontre la déesse Terra. Celle-ci a tout juste le temps de mettre l'âme de Drake à l'abri afin de le protéger des sombres pouvoirs de Kulkum. Désormais sans âme et sans reproche, Drake descend dans les sinistres donjons de Stone Keep pour accomplir sa mission, libérer les 12 dieux dont Kulkum a volé les pouvoirs.
Si on incarne tout d'abord qu'un seul héros, on gagne rapidement des compagnons portant le nombre d'aventuriers à 4, comme dans Dungeon Master. Stone Keep est un jeu sympathique, quoique assez ardu, qui possède un charme suranné typique des productions PC des années 90. Dommage que sa pléthore de bugs vienne quelque peu gâcher le plaisir. Une suite à Stone Keep fut un temps en développement chez Black Isle Studios, mais fut abandonnée en 2001. Plus récemment, Interplay a annoncé sa volonté de ressortir le jeu sur WiiWare. Cette nouvelle version, annoncée pour le 3e trimestre 2011, semble avoir disparu dans les limbes. Ainsi se termine cette exploration des jeux ayant succédé à Dungeon Master. Le genre est désormais tombé en désuétude et supplanté par des RPG toujours plus cinématographiques. Mais il a encore son bastion au Japon, où de nouveaux titres continuent de voir le jour, comme la série des Etrian Odyssey sur DS ou récemment un nouveau Wizardry sur le PSN. En Europe, le studio finlandais Almost Human Games est au travail sur Legend of Grimrock, proposant le gameplay de Dungeon Master avec des graphismes d'aujourd'hui. Le Dungeon Crawler, vieux comme le RPG lui-même, n'a pas dit son dernier mot. Voilà, ce 120% est terminé. Je vous invite aussi à découvrir Mon Oncle Charlie, qui, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment une très très bonne série. Sur le coup, on se dit, mais quoi, il y a un canapé, c'est un salon. C'est une série américaine de base. Avec des rires enregistrés. Avec des rires enregistrés. Alors, surtout, ne le regardez pas en VF, s'il vous plaît. Ne regardez pas en VF. Regardez en VO, Mon Oncle Charlie, et découvrez cette série qui fait des millions de vues aux États-Unis. Et les scénaristes... Je crois que c'est l'audimat, hein, c'est pas des vues... Ah oui, de vues, pardon, d'audimat, pardon, oui, excuse-moi, je suis sur Internet. Et en fait, les scénaristes s'amusent à placer, au moins dans chaque épisode, un truc très sale. Des enfants qui pètent, c'est très très irrévérencieux, Mon Oncle Charlie. Découvrez tout ça. Alors bon, comme vous le savez, il y a eu des problèmes, Charlie Sheen est parti de la série. J'accroche un peu moins à cette saison 8. Voilà, je suis... un peu moins sûr de où ils vont, et en fait, Mon Oncle Charlie, vu que Charlie Sheen était vraiment décadent dans la vie, tout ce qu'il disait dans la série, de décadent, prenait vraiment tout son sens. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que ils ont vraiment perdu leur âme, parce que tout tenait, quelque part, sur ce personnage. Mais attends, ils l'ont remplacé, Charlie Sheen, ou il est remplacé. Le personnage est parti ? Le personnage est mort, et ils l'ont tué. Parce qu'en fait, je sais pas si t'es au courant, mais Charlie Sheen s'est engueulé avec le scénariste, il a balancé des vannes et tout ça machin, il s'est fait virer, mais... vraiment salement, la saison... Enfin salement, mais Charlie Sheen n'était pas classe, hein, il avait pas forcément raison. Hein, mais bon, au 16e épisode de la saison 7, ils ont fait bon bah c'est fini, on arrête. D'habitude il y a 24, 25, 26 épisodes. Là, 16e épisode, fin. L'histoire s'arrête, Charlie il dit qu'il part en voyage, mais normalement ils avaient prévu d'autres choses et fini, plus rien. Et là, derrière, t'as une saison... mais c'est peut-être la saison 8 qui arrive, où il est mort. Voilà. Il est mort, il reviendra jamais, c'est fini. Hein. Là, Charlie Sheen, il ne pourra jamais être réembauché. Et ils sont allés chercher Ashton Kutcher, qui le remplace. Enfin, qui le remplace, qui prend la place du héros, on va dire, dans la série, quoi. Et c'est Mon Oncle Stone, du coup ? C'est pas un oncle, non, ils sont pas allés jusque-là, ils ont fait un truc, voilà, et... Mais ils se sont dit, on va mettre des vannes plus geeks, et c'est un informaticien. Comment ils vont faire pour le titre de la série en français ? Je sais pas. Pour l'instant, la saison n'est pas encore arrivée en France, je crois. Donc je sais pas. Je pense qu'ils vont continuer à appeler ça Mon Oncle Charlie, je pense. Hein. Mais c'est vrai que là, alors là, ça sera d'une absurdité, mais la plus totale. Ils auraient mieux fait d'appeler ça Two Men and Half Men, c'est la série, quoi. C'est ça, Two Men and Half Men. Voilà, en tout cas, au revoir, à bientôt, à jeudi. Et demain, c'est Mima.